disons que oui, l'idée d'organiser un festival quand même autour du cinéma fantastique, du cinéma de genre contemporain, fait que chaque année, la prog, elle est diverse et variée parce que la programmation est variée, parce que la production est variée. C'est vraiment un petit peu la surprise. Même nous, chaque année, la programmation se fait de manière un petit peu organique. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va y trouver. Il y a des années où on sent les films un peu plus orientés vers le second degré, vers le potache, vers voire même des séries B un peu divertissantes, et d'autres années où c'est un peu moins le cas. Moi, je pense que cette année, c'est un petit peu ce qui caractérise la programmation. C'est une programmation très, très moderne, je trouve, dans son propos, également dans sa forme, effectivement. Le cinéma fantastique l'a toujours été, divers et varié, donc c'est normal qu'une prog soit comme ça. Le film de genre en lui-même, de toute façon, ça a toujours été un cinéma qui se trouve à la marge, qui est pas spécialement accessible. Il y a eu nous on a Grinders dans notre titre, mais en fait il y a eu un âge d'or à un moment du cinéma de série B, qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Il y a plein de productions, plein de boîtes qui font de Blue Mouse, etc. Mais l'idée, c'est aussi de sortir de ça, puisque ce cinéma, s'il n'est pas spécialement accessible déjà dans les grands circuits, nous, on s'est dit, on va aller diguer ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ? On s'intéresse à tous les types de cinéma, et du cinéma de genre différent, il y en a absolument partout. En plus, nous, c'est ça, on a un festival un peu organique, donc chaque année est différente, mais ça nous va aussi, quoi. Le film de genre, c'est ce qu'on recherche. C'est juste du cinéma différent. Voilà. C'est vrai que depuis quelques années, comme le dit Guillaume, il y a des boîtes de prod qui se sont montées et qui permettent au cinéma de genre, Blue Mouse c'est le bon exemple, c'est ce qui permet au cinéma de genre de se retrouver dans les multiplex. En tant que spectateur, déjà, je trouve ça ultra cool. Moi, j'y vais voir les Blue Mouse dans les salles. Mais à côté de ça, il y a toujours une prod un peu plus indé, un peu plus underground, qui, elle, tout au mieux, se retrouve dans les catalogues VOD, mais des fois un peu noyés parce que c'est pour faire du flux. C'est ces films-là, nous, qu'on va chercher. Voilà, c'est vraiment les films, comme disait Guillaume, de la marge, des films qui gravitent autour de ce qui est visible. Et nous, c'est ça, voilà. Nous, on veut montrer la partie immergée de l'iceberg. Et puis surtout des films qui ont besoin, c'est un grand mot, mais qui ont plus besoin, en tout cas, d'être présentés dans des festivals que d'autres, en fait, quoi. On parlait de Blue Mouse, c'est super chouette, mais en fait, pour nous, on n'a pas besoin de passer un Blue Mouse. Ils n'ont pas besoin de nous, du festival, en fait. Dès le début du projet, de toute façon, on était d'accord pour se dire qu'on ne faisait pas forcément de la reprise. Je parle pas du cinéma de patrimoine, puisqu'à Toulouse, il y a déjà un festival consacré au cinéma de genre patrimoine, donc ça, nous, qui est l'extrême, nous, on s'aventure pas là-dessus, c'est leur terrain. Nous, on est vraiment sur de l'inédit, donc pas de reprise, des films qui sont déjà sortis, à quelques très rares exceptions. On a par exemple diffusé Deep House, mais c'est parce qu'il avait été exploité en périphérie, en VF, dans un grand multiplex, il n'avait pas eu de visibilité en centre-ville et en VO, donc on s'est dit là effectivement on l'a repris quelques semaines après son exploitation, mais on fait pas de reprise, on prend vraiment que des films qui sont en première française ou en avant-première, ou des films qui sont inédits en salle, des films qui seront pas montrés sur un écran de cinéma parce qu'ils vont sortir uniquement en vidéo ou en VOD. C'est des partenariats qui marchent un petit peu à double sens. Par exemple avec Shadows, on s'est rendu compte, la première édition du Grindhouse, ils n'étaient pas partenaires de cette plateforme de VOD. Assez rapidement, ils ont émergé pendant le Covid, et assez rapidement on s'est rendu compte que on négociait un petit peu les mêmes films sur des périodes assez similaires. Donc c'est naturellement qu'on s'est tourné vers eux, on s'est dit c'est quand même une plateforme là où on a vraiment la même ligne, artistique, on défend les mêmes films, les films de la marge, les séries B un peu indé, underground. Forcément, on s'est reconnus dans leur projet, ils se sont reconnus dans le nôtre. Plusieurs fois dans l'année, on fait un petit peu une veille mutuelle, on fait des visios avec eux dans l'année, et nous on leur dit on a vu ça qui est vachement cool, ça pourrait correspondre à Shadow, et eux nous disent nous on a vu ça pourrait correspondre au Grindhouse. Et effectivement, quelques mois avant le festival, au moment de boucler la prog, on les contacte, on se voit, ils nous disent voilà, ce film est validé. Nous on voit qu'est-ce qui correspondrait le mieux à notre festival, comment on peut les défendre les films, et ça se fait de manière assez naturelle. C'est vraiment un chouette partenariat. C'est des partenariats qui se font assez naturellement. C'est presque comme des je sais pas, moi je dirais que c'est un peu comme les spectacles des Enfoirés ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. C'est que finalement t'as un crew qui se monte, mais tu sais pas vraiment, ça correspond à des projets, quoi. Tu vois, aux États-Unis, il y a Shudder, il y a même mondialement, en fait, tu sais à peu près qui regarder, quoi, où, tu vois. De mon expérience, ça ressemble au groupe de rock, où à un moment, en fait, tout le monde se connaît. Puis Shadow, ils ont aussi cette spécificité de publier tous les mois 2 films inédits qui n'ont pas été exploités en salle. On a un peu ce terreau commun, cette espèce de zone où on va diguer du film dans les mêmes réseaux, et effectivement, c'est assez récurrent que des films
On les aime chacun de notre côté, puis quand on en parle, on est là, mais oui, lui, on l'a trop kiffé, ah ben il sort, voilà. Et voilà, on les programme, que ce soit pendant le festival, que ce soit pendant à l'extrême, justement, on avait programmé Boule l'année dernière, à Halloween, on a coprogrammé Deadstream avec eux, enfin voilà, c'est vraiment, là pour le coup, on est quand même sur des lignes très similaires, donc c'est un partenariat qui est ultra fluide et qui est vraiment chouette. Rester seul, quoi. C'est des affaires de groupe, tout ça, quoi, où on s'entraide et c'est chouette. Ouais, et puis même, j'ai envie de dire que j'ai pas forcément grandi avec la VOD en tant que telle, parce qu'il y a vraiment eu un boom ces 10 dernières années, mais je veux dire, moi, la VOD fait partie de mes habitudes de visionnage. Je comprends les craintes que peuvent avoir les exploitants et les salles, et il y a peut-être des choses à revoir dans le système français, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vais autant regarder un film dans une salle de cinéma. C'est sûr que pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Je pense que Guillaume sera d'accord, c'est vraiment le lieu qu'on préfère, mais moi, je me tourne assez spontanément vers la vidéo. Je suis un grand collectionneur de Blu-ray, Guillaume aussi. Je me tourne également aussi vers la VOD. Il ne se passe pas une semaine sans que je regarde pas un film ou deux en VOD. C'est un canal qu'il faut prendre en considération. Et l'important, c'est que le film soit montré, en fait. Idéalement, dans une salle, moi, c'est ce que je préfère, le découvrir. Mais je préfère le voir en VOD sur Shadows que télécharger une version toute pourrie, toute pixelisée avec des sous-titres à l'arrache. Tu vois, enfin voilà, je veux dire, faut. Et puis la VOD, en vrai, moi, est-ce que c'est pas le loueur de cassettes vidéo d'hier? Ouais, clairement. Et là, tu regardes, t'as tes jaquettes, t'as tes trucs. En fait, finalement, et c'est hyper important de faire de la transmission aussi, quoi, de montrer que c'est, voilà, pour des jeunes, aujourd'hui, ils ont accès c'est le premier canal vers le fond, c'est clair. Ouais. Il y en a pour lesquels on aimerait beaucoup. Il y en a pour lesquels j'aimerais vraiment qu'on puisse aller plus loin, qu'on puisse aller plus loin. Mais en vrai, après, je sais pas si notre travail à un moment, est-ce qu'il s'arrête pas, tu vois, même si nous, on aura beau faire tout vouloir. Ouais. Il y a des films, oui, qu'on regrette. Si on prend par exemple Franken-Z, on avait un film de marionnettes de fantasy l'année dernière qui était super, qui s'appelait Franken-Z, et c'est un film qui est toujours invisible en France. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aurais adoré comprends pas. Même faire une sortie DVD, même une sortie ciné. C'est un film qui est mortel. Le suivi s'effectue déjà parce qu'on recroise les réals. Moi qui me déplace beaucoup en festival, j'ai par exemple recroisé Prano Belliband qui est venu en 2022 présenter Sensor. Je l'ai recroisé quelques mois après quand je suis allé au festival du film fantastique de Neuchâtel. C'est des exemples récents que j'ai en tête. Donc il y a le réalisateur de Undergods, Shinomoya, qui nous a contactés. Et du coup, on a fait une liste de distributeurs qui pourraient éventuellement être intéressés par le film, et on lui a passé, il les a démarchés, on attend un petit peu de voir si ça a mordu. Notre positionnement, il est d'être un trait d'union entre un film et un spectateur ou une spectatrice pendant le festival, mais en post-festival, effectivement, on peut devenir un trait d'union entre un distributeur, un film ou un réalisatrice et un distributeur pour les aider à matcher, quoi. Après voilà, la vérité c'est aussi qu'on fait le festival sur notre temps libre de manière bénévole. Au bout d'un moment, les activités tous les projets qu'on mène à l'année sont déjà très éprouvants. On est souvent très fatigué après les events, donc c'est vrai qu'entre les events, on essaye plutôt de se reposer et de voir des films. Ça reste quand même notre cœur d'activité, mais oui, bien évidemment, on adorerait faire de l'édition vidéo. C'est difficile, quoi. Des fois, c'est des vrais crève-cœurs, quoi. Et puis bon, c'est à ça aussi qu'on sert. Des fois, on voit des films, ils sont déjà sortis. Il y a des films qu'on a des fois en prog, ils sont déjà sortis, et soit pas chez nous, soit tu vois. Et en fait, c'est vrai, nous, tout ce qu'on peut faire à un moment, c'est de le proposer. Voilà. Nous, on part du principe que les films qu'on programme, c'est des films qu'on aime et qu'on veut défendre, tu vois. Donc je veux dire ça, clairement, c'est aussi un parti pris qui fait que ce serait totalement logique de continuer à le faire après le festival avec une autre casquette. Si quelqu'un veut nous sponsoriser pour faire de l'édition, exactement. Pas de problème. Ou de la distribution d'ailleurs. On est là. Johan, donc, qui fait partie de l'équipe, c'est lui qui a la main un petit peu sur la créa, c'est lui qui a totalement la main sur la créa des affiches. Ses inspirations remontent effectivement à quelques décennies, voilà, les comics américains des années 60, 70. Il a un rapport très ténu avec le papier, c'est-à-dire que lui il dessine tout à la main, il fait tout est dessiné et ancré à la main, et après il colorise et imprimé aussi en sérigraphie, enfin sérigraphié du coup à la mano. C'est vrai que ce serait intéressant que ce soit lui qui en parle directement, mais en tout cas les affiches elles sont toujours pensées pour
pour témoigner un petit peu de notre amour d'un genre cinématographique. Voilà. La première affiche, c'était l'horreur gothique. La deuxième, c'était la science-fiction et l'horreur. La troisième, c'était le kaiju ega. Voilà, cette année, c'est l'heroic fantasy. Chaque année, l'affiche, en tout cas, met en scène un genre cinématographique qui nous tient à cœur et qu'on a envie de transmettre. Après, voilà, il y a toutes les histoires autour de la charte graphique. Les 3 premières éditions, ils les avaient plutôt imaginées avec des couleurs pop assez vives et percutantes. Après, ça répondait aussi à notre objectif de mettre un pied dans le cinéma pop, la culture pop, et on était en plein dedans. Donc d'embrasser ça aussi avec l'affiche qui donne la couleur aussi à toute l'édition, fait partie de tous ces embriquements dans la manière dont on communique. Moi, c'est surtout ça aussi, sur la manière de communiquer. Avec Johan, même nous tous, on est issus des années... voilà, on a tous connu les années 90. En fait, la volonté aussi, c'était de proposer un objet sérigraphié, intéressant, comme une affiche de concert en plus, comme des flyers. Nous, on a grandi à cette époque-là. Ça fonctionne sur les réseaux sociaux, ça fonctionne en tant qu'objet imprimé à la main. En fait, on est une espèce de... La volonté, c'était d'être une sorte de merch entre ce qui s'est toujours fait et ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Tu vois, ouais, la tradition do it yourself, quoi. Ouais, et puis l'objet, quoi, aussi, voilà, le do it yourself, l'objet, il y avait cette volonté-là, quoi, de créer des vraies passerelles, quoi. Le Grindhouse Paradise est une initiative associative, c'est-à-dire qu'on fait ça sur notre temps libre et de manière complètement bénévole. Donc au bout d'un moment, tu mets forcément de toi, tu mets forcément de ta passion, de ce qui te fait kiffer. Donc voilà, Johan injecte ce côté très illustré, très presque BD, comics, voilà, et ça fait partie de notre culture et ça se fait de manière assez naturelle, quoi. Oui, effectivement, on fait attention, c'est-à-dire qu'on va, quand on fait notre travail de veille, quand on regarde un petit peu les films en production ou qui vont sortir, etc., on porte une attention particulière aux films réalisés par les femmes. Après, que ce soit clair, on ne programme pas un film parce qu'il est réalisé par une femme. On produit un film parce qu'il est qualitatif, parce qu'on l'a adoré, parce c'est quelque chose, on a envie de le défendre. Voilà. Effectivement, ça fait 3 ans que le festival existe, c'est la 4e édition qui arrive, et chaque année, effectivement, on retrouve, bon, peut-être pas pour la première édition, je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas, chaque année, il y a des films réalisés par des femmes, et en fait, pour nous, on se pose même pas la question, est-ce qu'il faut pas, est-ce que c'est... Ça fait partie, nous on défend des films en fait. Et moi, depuis aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours aimé des films réalisés par des femmes en fait. Alors peut-être il y a un peu plus de femmes qui en réalisent, c'est peut-être un peu plus évident, mais j'ai même pas à réfléchir très longtemps. Les films, dans mes tops, si on parle d'un top 10 de chaque année du ciné, moi il y a toujours des films réalisés par des femmes. L'année dernière, il y a le film, comment il s'appelle, Fresh, qui a été réalisé par Mimi Cave. Moi c'est un film que je me suis éclaté en le regardant, quoi. Et même si on regarde dans les années 90, Vorace, moi c'est un film qui m'a fait... J'étais là, waouh, j'avais 17 ans à l'époque quand il est sorti, j'étais là, mais Vorace d'Antonia Bird, c'est un film qui est mortel, quoi. Pour moi, c'est une question même de diversité, même sur des personnes racisées, des choses comme ça. Si tu veux, nous, de toute façon, dans notre manière de programmer, on se pose ces questions-là, on fait même des réunions et des visions entières. Mais en fait, quand je parle de ça, c'est pas uniquement sur des films faits par des femmes, c'est aussi, est-ce qu'on n'a pas trop de films américains? Est-ce qu'on n'a pas trop de... Parce qu'effectivement, dans la sélection, c'est ça. Donc on essaye d'aller chercher aussi ce qui se fait. On se dit à chaque fois, mais c'est pas possible, il y a au moins un truc qui se fait ailleurs, quoi, qu'on peut présenter, tu vois. Asso, c'est hyper intéressant, cette année. On est sur une globalité de volonté, quoi, de proposer au global, quoi. Et quand on estime que la représentativité des genres, elle est pas suffisante dans une édition, on se pose la question, bon bah écoute, là on montre peut-être pas de films de femmes réalisés par une femme cette année. Est-ce qu'on peut pas en inviter une ou en interviewer une? Enfin, dans tous les cas, le Grindhouse, dès le début, nous on voulait que ce soit un espace où tout le monde se sente bien, mais aussi où tout le monde se sente représenté. Donc la question sur les réalisatrices, elle est aussi valable sur la représentativité LGBT, elle est représentativité sur les... C'est une question qui est très importante. Moi je pense d'autant plus quand on dit qu'on fait un festival de cinéma contemporain, t'es obligé de te poser ce genre de questions. Tu peux pas te mettre des œillères et c'est juste pas possible. On va pas me faire croire que voilà, il n'y a pas des choses qui existent partout, tu vois, qu'on peut pas trouver quelque chose. Enfin, c'est sûr. On organiserait un festival de western, qu'on se poserait les mêmes questions. Si c'est du western contemporain, du moment que c'est contemporain, il y a plein de western cool. Ce serait cool, quoi. Je pense que c'est une question qu'on se posait dès le départ. Ça nous emmerdait de toute façon, pour parler poliment, dès le départ, que ça soit
toujours des films, c'est toujours des films de mecs faits par des Américains, tu vois, c'est toujours la même chose. Ouais. En fait. Et ça, en fait, encore une fois, quoi, je pense pas que le système ait besoin de nous pour promouvoir ce genre de choses, quoi. C'est sûr, ouais. C'est sûr. La meilleure année pour faire. Ah, on a été bien inspirés, mon gars, quand on s'est dit tiens. On a encore des affiches de la première édition avec les dates d'avril. Génial. Le public nous renvoie quand même beaucoup de positifs, de retours. On a beaucoup de retours positifs de notre public, donc ça c'est quelque chose qui est très important. Je pense que les 3 premières années, elles ont été très formatrices. On s'est quand même lancé là-dedans. On avait tous un petit peu d'expérience dans certains domaines, mais pas forcément dans ce milieu-là. Donc je pense qu'on a eu quand même de la chance, en tout cas pour les 2 éditions qui ont été perturbées par le Covid, on a eu la chance d'être soutenu par l'American Cosmograph, parce que le confinement est tombé, c'était quoi, mars 2020 ? Le festival, la prog, elle était finie, tout était imprimé, il n'y avait plus qu'à, comme on dit, tu vois. Et en fait, le Cosmo nous a dit, écoutez les gars, ne vous inquiétez pas, on reporte ça, gardez, ne perdez pas espoir. Dès qu'on a une fenêtre de tir et que tous les ingrédients seront réunis, et nous, on s'est dit pareil, dès que les conditions sont réunies pour que le festival se fasse de manière safe, on y va, quoi. Oui, et puis on avait pour nous, on avait un festival qui était déjà fait, en fait. Il y avait une boîte qui venait de la réouvrir, quoi. Disons que tout le monde ne nous a pas soutenus, parce que ça, c'est une réalité. Mais après, tous ceux qui nous ont soutenus depuis le départ, vraiment, ça a été hyper cool, hyper bienveillant. Et tout à l'heure, on parlait du partenariat avec Shadows, etc. Enfin, c'est voilà, pareil, je pense qu'il y a des choses qui sont faites naturellement. Il y a aussi le côté où les 2 premières éditions ont été faites dans un contexte assez particulier. Le festival restait encore sur 2 jours, donc c'était pas les mêmes dimensions. Voilà. Pour nous, c'était un crash test. Hein. Encore une fois, Johan, il a raison. On savait à peu près ce qu'on faisait dès le début. Faut pas se mentir, on avait quand même on savait un peu ce qu'on faisait. On avait l'expérience un petit peu. Un peu d'expérience. Mais ça restait quand même des gros crash tests, quoi. Oui. Si en fait ça n'aurait pas marché ou on aurait eu, terminé, quoi. Le public est toujours notre garde-fou. Ouais. La première édition, on n'avait pas de subvention. On s'est dit, on fait un crowdfunding avec comme objectif le budget nécessaire pour monter le festival. Si le public suit, ça veut dire que notre idée, elle tient peut-être la route et auquel cas on le teste en vrai. Si on n'arrive pas à atteindre notre objectif, c'est que le projet ne plaît pas au public, auquel cas nous on n'a rien à faire. Et chaque année on se pose la même question. Chaque année, à chaque fois, c'est vraiment notre premier levier pour analyser un petit peu les résultats, de se dire là, est-ce que le public avait l'air d'adhérer, de pas adhérer? Jusqu'à présent, ça va, on est plutôt content. Chaque année, il y a un peu plus de monde, donc on attire, on se fait connaître. Je pense qu'il y a eu aussi une période où les gens, que ce soit les publics ou les partenaires ou autres, sont un petit peu là à regarder ce qu'on fait, comment on le fait, et puis les choses se débloquent. Avec l'Extrême, par exemple, ça s'est fait comme ça, quoi. Les 2 premières années, ils ont été très bienveillants, ils nous ont donné des conseils. Et puis la 3e année, ils ont fait ces gars-là, c'est pas des guignols, ils savent un petit peu ce qu'ils font, donc on va leur proposer une carte blanche. Et ça marche un petit peu comme ça. Les financeurs, c'est pareil. Chaque année, on renégocie un petit peu les subventions. Donc voilà, le chemin parcouru, on en est plutôt fiers et on en est plutôt content. L'équipe a grossi aussi, on n'est plus. C'est grâce au public, quoi. Vraiment aussi. Nous, notre volonté, de toute façon, dès le départ, la volonté, c'était aussi de créer une communauté, quoi. Enfin, peut-être pas, mais voilà, c'est de poser des liens, en fait, que ça puisse se faire. C'est intéressant ce que dit Guillaume, parce que depuis quelques années, le Grindhouse Paradise, on dit le Grindhouse Paradise parce qu'on se voit aussi, on a envie de développer nos activités en dehors du festival, donc des cartes blanches, des partenariats avec Séquence Court, la soirée Halloween à l'ABC. Et en fait, le Grindhouse Paradise, notre public nous renvoie aussi le fait que c'est pas que c'est devenu une marque, mais presque c'est quelque chose qui, un film, si on diffuse un film, ils savent ce que ça veut dire derrière, qu'on l'a aimé, qu'on pense que ça va plaire à notre public, qu'il y a des valeurs qui sont communes entre le film et le festival et donc notre public. Donc voilà, c'est presque en estampille Grindhouse. Tu vois, je pense à l'extrême cinéma, moi tu prends tes billets, moi je prends des billets, même si tu sais pas ce que tu vas voir, en fait. Tu vois, c'est presque comme des festivals de musique, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, tu sais que tu peux y aller. Parce que ce que tu vas voir c'est cool, parce que il y aura les potes qui seront là, tu vois, c'est presque effrayant, parce qu'en réalité, si tu veux, quand tu arrives à ça, c'est qu'il y a une sorte de confiance qui s'établit, en fait. Et ce rapport de confiance là, nous on est, avec certains, on commence à en avoir un peu, et c'est hyper cool, quoi. Il y a des festivals où j'achète mon pass avant même de connaître la prog. Le PIF par exemple à Paris, c'est vraiment le festival moi qui m'a donné envie d'organiser un festival de cinéma de genre, tu vois. C'est vraiment, j'attends pas la prog, je le prends parce que
voilà, tu sais le lien qui est créé entre les organisateurs et le public. Là, je le sens dans ce sens-là. Et bien, pour le Grindhouse, je me rends compte que ça devient un petit peu pareil. Là, on vend des passes festivals avant même d'avoir annoncé la prog, tu vois. Et là, tu te dis, bon, ben, on commence à avoir un lien avec notre public. Et ça, c'est génial, c'est super valorisant. Ça veut dire que tu t'es un petit peu identifié, le public te fait confiance et c'est génial. C'est vraiment. Nous, on donne de notre personne, c'est un investissement, c'est presque de l'énergie atomique, quoi. Tu vois, ça fait repartir. On les envoie voir Mégalomaniac. Mais Non. non, en fait, mais en vrai, moi je pourrais te donner les films que je préfère de cette édition, Guillaume aussi, mais tout dépend de la sensibilité. Si quelqu'un cherche plutôt un film gore, effectivement, et très virulent dans son propos et dans son nihilisme, ouais, il y a Mégalomaniac. Si tu cherches plutôt à avoir un film avec plutôt un ancrage social très lourd, t'as le film d'ouverture, Soft and Quiet. Si tu veux voir un film d'animation d'heroic fantasy, t'as The Spine of Night. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment... Il y a autant de genres et de propositions pour les spectateurs qu'il y a de films. Moi, j'ai un gros coup de cœur cette année pour notre film d'ouverture, donc Soft and Quiet, qui est quand même vraiment mortel, qui rappelle des films du Haneke, qui rappelle moi qui m'a fait l'effet ce film un petit peu comme American Historics, voilà, un film coup de poing sur une thématique très très contemporaine du racisme et de la xénophobie. Assaut par exemple, le film dont parlait Guillaume tout à l'heure, c'est un film kazakh, une espèce de thriller à la limite de l'absurde et à la limite à la lisière du fantastique. Moi je le trouve dingue ce film, mais après, je veux dire tous les autres, Lola, un documentaire Lola, en noir et blanc, je veux dire, c'est génial, The Origin, un survival paléolithique, enfin voilà, on va finir par vous citer tous les films, donc en fait, faites-vous confiance, prenez notre programme, lisez les résumés et les petites critiques qui sont faites, regardez la bande-annonce et vous allez voir un petit peu si le film il est pour vous, si ça correspond à vos attentes. Si le film il est pas pour vous, en fait il est pas pour vous, mais au moins vous aurez vu quelque chose. Parce que c'est ça aussi, si tu veux, tout à l'heure on parlait de diversité, mais c'est ce qu'on voulait, c'est tous les ans on se dit c'est ce qu'on voudrait qui transpire dans la prog, quoi. On essaye de pas avoir deux films qui sont pareils, donc c'est... et puis si vous venez pas voir de film, venez nous faire un petit coucou, on traîne toujours devant les salles, on est là pour papoter aussi, c'est cool. C'est The Fog. Ouais, c'est The Thing, sans hésiter, quoi. Merci beaucoup. Merci.